autour de cette table, je vais avoir le plaisir d'accueillir maintenant Étienne Dugas, Nicolas Guérin, Jean-Baptiste Drexler et François Lyons. Voilà, pour notre photographe, je vais vous demander d'enlever vos badges, parce que sinon ça fait des reflets, et il a horreur de ça. Voilà. Allez-y, installez-vous, répartissez-vous comme vous l'entendez, selon votre bon plaisir. Merci beaucoup, messieurs, d'être autour de cette table pour contribuer à éclairer les élus qui sont dans la salle et sur nos outils en ligne, sur le streaming, les éclairer sur l'avancée de ce plan France Très Haut Débit. Mais on parlera aussi du mobile, on parlera aussi du cuivre avec Nicolas Guérin au titre de ses 2 casquettes en tant que vice-président de la Fédération française des télécoms et également secrétaire général d'Orange. Voilà, je rappelle qu'une convention, une charte a été signée à 14h30 sur Ruralitique entre l'Association des maires ruraux de France, signataire Sébastien Goudbel, président de la MR63, Nicolas Guérin, donc en tant que secrétaire général d'Orange, et messieurs Giraud et O pour parler d'élagage et accompagner les collectivités, en tout cas rentrer dans un accord, un gentleman agreement pour veiller à cette question parce qu'on en reparlera, on a encore besoin du cuivre. Étienne Dugas, le calendrier du THD, la filière elle est mobilisée, on se souvient avant elle s'appelait la FIRIP, c'est bon, c'est allumé, et il y avait une vingtaine au tout début d'entreprises, et puis maintenant c'est Infranum et c'est près de 400 entreprises membres, donc on peut dire que la filière est à la manœuvre. Merci Sébastien, bonjour à toutes et tous, c'est toujours un grand plaisir de venir à Ruralitique puisque comme tu viens de le rappeler, le FIRIP a été créé ici en 2012, un hôtel qui s'appelle Telcher, qui s'appelle aujourd'hui Hôtel des Carmes, auquel on a déjeuné en pèlerinage avec Hervé à midi, juste à côté de cette salle mythique. Nous sommes effectivement aujourd'hui, alors tu dis 400, tu es généreux, nous sommes exactement 220 membres au sein d'Infranum, mais parmi ces membres les plus grands, dont Orange, que je salue, puisque présent à cette table ronde, mais également beaucoup de PME et de TPE. C'est l'ADN de notre combat qui, si on parle chiffres, n'est pas fini, parce qu'on a tendance à se dire ça y est, on y est arrivé. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, 25 millions sur 40, donc il reste encore du travail. Néanmoins, on a l'occasion, quand on est l'un et l'autre autour d'une même table ronde, de se féliciter, et on doit le faire parce que, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, cette filière a démontré toute sa résilience, avec des performances, notamment en 2020, malgré la crise sanitaire, assez bluffantes, puisqu'on a déployé 5,8 millions de prises. Je vais peut-être passer rapidement sur cette première slide. Vous connaissez tous les chiffres. L'objectif des 80% sera largement atteint en 2022. C'est ça qu'on peut retenir sur cette slide, puisque ça faisait partie des objectifs du plan France Très Haut Débit. Nos projections donnent 87%. On voit au vu des chiffres du premier trimestre publiés par l'ARCEP qu'on sera dans les projections telles qu'on a pu les faire. Pas de sujet en la matière. Alors l'année du pic, l'année des RIP, là aussi, c'est les premiers chiffres du T1 démontrent qu'on va effectivement pour la première fois déployer plus de prises en zone rurale qu'en zone moyennement dense ou en zone très dense. C'est la première fois que ça va arriver. Vous allez me dire que c'était inéluctable, mais c'est là aussi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, une vraie performance européenne, pour ne pas dire mondiale, puisque nous sommes un des très très rares pays au monde à être capable de déployer autant de prises en zone rurale pour atteindre l'objectif de généralisation de la fibre en 2025, puisque vous l'avez rappelé là aussi, l'objectif étant d'arriver à un quasi 100%. On sait bien qu'on ne sera pas à 100%, pas plus que les réseaux d'eau et les réseaux d'électricité. Néanmoins, c'est bien l'objectif commun. Alors, de nombreux problèmes restent à résoudre, c'est le titre de la slide. Nombreux, ils sont de moins en moins nombreux, puisque les uns après les autres, nous les réglons collectivement.
Je commence par les appuis communs, alors sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied depuis un certain temps. Je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble des services de l'État, la DGE, la DGEC, la NCT, vous, bien entendu, monsieur le ministre, puisque vous êtes fortement impliqué sur ce dossier. On est presque au bout, il ne nous manque pas grand-chose. On parle raccordement, on parle raccordement, donc on parle de la D3 dans le jargon. Le but, c'est d'utiliser les appuis communs, donc qui appartiennent pour la plupart aux syndicats d'énergie, qui supportent les câbles basse tension pour raccorder les foyers, et particulièrement en zone rurale. C'est pour ça que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On attend, voilà, c'est une question, allez, 2 jours, peut-être 2 semaines. On attend des décisions fortes sur le sujet qui nous permettront d'utiliser dans les meilleures conditions possibles ces appuis communs. Juste un chiffre qui m'a marqué dans toutes les études et tous les chiffres qui ont pu être produits par les différents acteurs de la filière, notamment les opérateurs d'infrastructure, c'est que le seul câble fibre optique dans le cadre des raccordements ne représente que 3% de la charge supportée par ces poteaux. On a fait toute une montagne de ces calculs de charge. Quand on est rentré dans le détail des chiffres, on s'est rendu compte que c'est pas si dramatique que ça. La base adresse nationale devenue base adresse locale, je pense que je ne vais pas y revenir. Grâce THD, là aussi, il faut terminer le job. C'est-à-dire c'est la maintenance finalement et l'upgrade du logiciel, c'est de ça dont on parle. Donc là aussi, les travaux sont en cours. Je préfère m'arrêter sur un sujet qui nous est également très cher à tous, et particulièrement à Cédrico, qui est le mode stock. La qualité des réseaux est évidemment très très importante pour nous tous. Il ne s'agit pas de confondre vitesse et précipitation, même si on doit bien reconnaître que ça a été le cas pour un certain nombre de prises, et c'est tout l'objet donc du contrat mode stock V2. Bon, on est tous, je vous décode pas le jargon, je pense qu'on parle tous le même langage. Vous savez que la plupart des opérateurs ont signé l'ensemble de ces contrats. Infranum a été à l'initiative, l'ARCEP a poussé avec l'appui du ministre pour que l'ensemble de la filière se mette en ordre de marche afin de régler ces problèmes de qualité. Donc les opérateurs d'infrastructure se sont mobilisés, les intégrateurs également se sont mobilisés. Les opérateurs sont en train de rédiger une charte qui sera le pendant du contrat mode stock V2. Encore une fois, ces sujets de qualité sont importants pour nous tous collectivement, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir réussi l'objectif final de fibrer 100% de notre territoire, si c'est pour avoir des coûts de maintenance qui soient indécents. Donc on est bien tous mobilisés sur ce sujet-là. Les territoires connectés et durables, sujet là aussi qui nous est cher à la FFT et chez Infranum. Pourquoi ça nous est cher? Tout simplement parce que c'est l'étage suivant de la fusée. Maintenant que nous avons la certitude que les infrastructures fibres seront présentes, il s'agit pour l'ensemble des territoires, et quand je parle des territoires, je parle des territoires portés par les collectivités territoriales, de tirer la substantifique moelle de cette puissance qu'est la fibre optique, afin de dupliquer ça sur l'ensemble de ces services. Alors il y a beaucoup de sujets, il y a des sujets de souveraineté de données, il y a beaucoup de sujets à traiter, et c'est pour ça que dans notre esprit, et on avait lancé ça lors de notre étude en plein Covid, en pleine crise sanitaire, au moment où tous, autant qu'on était sous l'égide et à la demande du gouvernement, on recensait tous les possibles dans le cadre de France Relance, il nous semblait que créer un grand plan territoire connecté à l'échelle du plan France Très Haut Débit, avec la réussite qui a été le plan France Très Haut Débit, c'est-à-dire un État stratège, des collectivités territoriales à la manœuvre et des industriels pour faire, est un bon moyen de continuer dans notre lancée, et un bon sujet pour les 20 ruralistiques qui vont suivre. Donc nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour que, dans le cadre de la campagne présidentielle qui s'annonce, le Président de la République prenne à bras-le-corps ce sujet-là comme les autres.
Alors, un petit coup de pub. Vous nous avez fait l'amitié d'être là au lancement des premiers ateliers des territoires connectés à Angers en septembre dernier. On aurait dû en faire quelques-uns cette année, mais pour toutes les raisons que vous imaginez, ça n'a pas été possible. Donc c'est un événement CSF, Comité de stratégique infrastructure, dont nous avons l'énorme chance d'avoir le président à nos côtés, Nicolas Guérin. C'est donc un événement CSF que nous avions organisé une première fois à Angers, qu'on aurait dû encore une fois en faire 2 ou 3 dans l'année. Malheureusement, le deuxième ne sera donc qu'à Lille. Alors, c'est pas malheureusement à Lille, une très bonne nouvelle que ce soit à Lille, mais malheureusement, on aurait dû en faire un certain nombre d'autres. D'autres collectivités territoriales sont sur les rangs, je pense notamment au Havre qui devrait suivre, Montpellier, et d'autres collectivités de taille plus modeste, puisqu'il s'agit bien, on ne parle pas de smart city, on parle bien de territoire connecté. Donc l'objectif est que ce soit le plus large possible. Je n'ai pas évoqué les raccords longs ou complexes, mais je vois que Sébastien commence à trépigner. Je n'ai pas pu évoquer non plus un sujet que j'aime beaucoup, qui est le FANT, le fonds sans fond, le service universel, mais voilà, on aura tout le temps, notamment... Quelqu'un a prévu d'en parler. Notamment aux universités d'été du très haut débit à Saint-Étienne, 6 et 7 octobre. Là aussi, coup de pub. Je sais que la plupart d'entre vous seront présents, de poursuivre l'ensemble de ces débats. Merci Étienne Dugas pour effectivement ce point du côté des industriels qui corrobore très nettement le point que vous nous avez fait, Monsieur le Ministre. On va faire un tour vers le mobile avec Nicolas Guérin et Jean-Baptiste Drexler. Monsieur le vice-président de la Fédération française des télécoms, où en sommes-nous sur le déploiement de la téléphonie mobile en ruralité? On a vu l'accélération, 615 ans, 1000 en 3 ans. Les ambitions de la FFT en termes de calendrier de la couverture, quelles sont-ils? Alors, d'abord, je voudrais répondre à Monsieur le Ministre en disant que dans les télécoms, on sait vivre aussi. Regardez, j'en suis le témoignage vivant. Je ne pouvais pas résister à l'envie de répondre. Que dans la ruralité. Mais au fond, on peut mélanger ruralité numérique, d'ailleurs, ça réussit. Oui, je voulais juste ajouter aussi sur la fibre, désolé, mais rappeler que les opérateurs ont investi 11,5 milliards en 2020 dans ce plan. Donc on dit toujours, effectivement, ça va pas assez vite, je comprends, mais ayez aussi conscience de l'ampleur de l'investissement. 11,5 milliards d'investissement hors fréquence. Je ne parle pas d'achat des fréquences qui sont un autre sujet. Dans les réseaux mobiles et les réseaux fixes, c'est considérable à l'échelle de cette industrie. Quand vous regardez que le chiffre d'affaires en France, par exemple, d'un opérateur comme Orange, c'est 20 milliards d'euros, mais toute activité confondue, c'est-à-dire cyber, banque, etc., etc. Je voulais rajouter aussi que tout ça, on le fait aussi avec les prix les plus bas d'Europe. On a parmi les plus bas d'Europe, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc l'investissement est énorme, l'effort est énorme, la mobilisation de l'industrie est très forte, mais il y a aussi une forte concurrence dont on peut tous se satisfaire, moins les opérateurs, mais plus en tout cas le grand public. Il y a des tarifs très très bas. Pour répondre à la question, elle est très vite sur le mobile. On est totalement au rendez-vous. Oui, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, sur la couverture ciblée, 950 pylônes étaient en service à comparer aux 363 pylônes à fin juillet 2020. C'est énorme quand vous regardez qu'il faut 18 mois en moyenne, 18 à 24 mois pour faire un pylône. C'est un travail énorme. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on n'a pas fait couvrir des pylônes. C'est-à-dire quand on ouvre un pylône en zone blanche, on l'ouvre en 4G aussi. Autrefois, on l'ouvrait, dans les années que vous avez citées, on l'ouvrait en 2G, 3G, parfois, pas en 4G. Donc là, on a aussi énormément. On apporte tout de suite la très bonne couverture. Ce matin, on a apporté, c'est des petits chiffres, mais on a apporté la très bonne couverture, le haut débit mobile, à 283 personnes. Voilà, c'est un pylône, 283 personnes. C'est plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros d'investissement pour apporter. Donc ce travail-là est fait, les volumes sont importants, le travail est énorme. On est totalement au rendez-vous sur le mobile, sur la progression 4G, sur la couverture ciblée. Voilà, et la 5G arrive aussi. On en parlait ce matin. En 2022, sans donner de date précise, il y aura de la 5G dans le Cantal. Il y en aura. Il n'y en aura pas partout, évidemment, mais l'État nous a donné dans nos licences un objectif de couverture de 25% des territoires dits ruraux. Alors évidemment, au début, on va sans doute cibler plutôt des villes moyennes ou des zones industrielles, etc. Mais on n'oublie pas la ruralité. On a proposé des expérimentations sur l'agriculture et 5G. On en parlera peut-être plus tard dans d'autres événements, mais c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille énormément. Donc on est au rendez-vous. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Je sais que certains élus me reprochent parfois de trop donner de chiffres et de trop de m'appuyer sur des chiffres nationaux. Mais sachez que nos arrêtés, les arrêtés du gouvernement sont respectés. Ils sont regardés très attentivement par l'ARCEP. Que les investissements sont faits, et dans un contexte économique qui n'est encore une fois pas si facile que ça, puisque les tarifs sont très bas.
On reste sur le mobile. Jean-Baptiste Drexler, vous avez envie de jouer le poil à gratter, j'ai l'impression, mettre en concurrence les acteurs des réseaux Jouer le poil à mobiles. gratter, non, j'ai pas l'impression. En fait, on est plutôt là pour accompagner cet écosystème. Je vous taquine. Enfin, permettez-moi, c'est normal, c'est les Vous règles êtes du jeu. directeur général de Geoptis, qui est Oui. une filiale donc du groupe Du groupe La Poste, oui. Et vous nous proposez le lancement officiel d'un outil d'évaluation de la performance des réseaux mobiles sur les territoires ruraux. C'est exactement ça. En fait, déjà, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à Ruralitique et ça me tenait sincèrement à cœur. Donc, encore un grand merci pour cette invitation. On a souhaité développer une solution pour aider au déploiement de la connectivité mobile des territoires et un des points d'ancrage de cette connectivité, c'est de savoir où implanter les poteaux. Avant ça, je vais revenir sur quelques constats qu'on évoquait tous ensemble, où finalement la période qu'on traverse, le Covid, à toute chose malheur est bon, aide aussi à avancer encore plus vite sur le besoin de connectivité des territoires, leur souhait d'avoir une vraie transformation des usages, une relation au temps et à l'espace qui évolue dans le temps, et les citoyens dont nous sommes sont aujourd'hui de plus en plus attentifs à leur connectivité, que ce soit sur leur lieu de vacances ou sur un lieu sur lequel ils projettent de se rendre. Je reprends l'exemple de ce que disait Monsieur le Ministre tout à l'heure. Un urbain, demain, deviendra rural. Et qu'est-ce qui lui manque pour devenir rural et télétravailler ? C'est un bon raccordement, une bonne connectivité pour pouvoir vivre dans ce nouvel écosystème. On a souvent l'image, j'étais en vacances il y a 15 jours dans la campagne, et je tairai le nom pour éviter un défaut d'attractivité de ce territoire, mais quand vous vous retrouvez le soir à 18h à être quelques personnes en manque de connexion, aller au milieu du village pour essayer d'attraper un brin de connexion et charger vos emails, c'est des choses qu'on vit tous assez régulièrement, qui s'effacent dans le temps, d'ailleurs on le constate de plus en plus, mais qui montrent ce besoin de connectivité assez récurrent. L'attractivité des territoires, et c'est encore souligné tout à l'heure par Monsieur le Ministre, c'est le bien-être des citoyens, et il passe plus que jamais par le numérique. Si on veut redistribuer les bassins de vie, les bassins d'emploi, on est obligé d'avoir une bonne connectivité. Et c'est là qu'arrive la solution qu'on souhaite proposer, c'est que ça se fait pas sans difficulté, le sujet de savoir où on doit déployer ces poteaux, et on a besoin d'un diagnostic précis et à jour du territoire pour arriver à informer, à objectiver les échanges entre les différentes parties prenantes, pour arriver à décider de où on implante les poteaux, pour tenir les délais, ou encore mesurer, après l'implantation, l'efficacité des actions qui ont pu être engagées. Et c'est aussi un défi opérationnel parce que disposer rapidement au bon moment de mesures avec un maillage fin sur tout le territoire sous contraintes budgétaires et sous des contraintes administratives fortes sont des éléments de complexité assez importants et qui s'accroissent au fur et à mesure du déploiement. Parce qu'au début, tout est facile. Savoir qu'une zone est blanche et qu'elle doit être couverte parce qu'il y a des habitants, ça s'identifie facilement. Mais quand on est dans le cadre d'une zone grise, le jeu est beaucoup moins facile à déterminer pour savoir où exactement on va implanter cet équipement pour qu'il serve le plus grand nombre. Et donc, ça nécessite des mesures plus fines et pour mieux comprendre comment déployer tout ça. On le voit ici. Comprenne bien, c'est chaque citoyen avec son smartphone qui, en fonction de son abonnement... Non. Pas du tout. Non, ça là, on va déployer une solution que je vais vous exposer dans 2 secondes. Et l'idée, c'est que on est 3 acteurs de cet écosystème. On parlait tout à l'heure, Monsieur le maire soulignait l'importance du relationnel humain dans le déploiement de nouvelles solutions. On est 3 industriels, Geoptis, donc la filiale du groupe La Poste, COSI, qui est le spécialiste de la mesure de qualité de service et d'expérience des réseaux télécoms, qui va fournir des outils, et Bimove, qui est un comparateur de services du groupe Le Figaro. On a uni nos forces pour développer une solution qu'on a baptisée Signalez-moi, et on s'est dit innovons et proposons quelque chose de disruptif sur le marché. Alors la solution, en fait, c'est qu'est-ce que Signalez-moi ? C'est un modèle économique et opérationnel qui est vertueux, soutenable et participatif et qui vise à fournir ces données en impliquant le citoyen et les territoires dans le fait d'arriver à sourcer de la nouvelle donnée et participer à son financement. Alors Signalez-moi, ça se matérialise par une plateforme. Vous avez un petit schéma derrière vous qui présente rapidement une plateforme qui est nourrie dans un premier temps d'une base de données qu'on aura fournie avec des données ARCEP, des données opérateurs qui sont classiques et connues, mais aussi une campagne de mesure dédiée, et c'est là qu'intervient Geoptis, avec des véhicules de facteurs qui vont partout sur le territoire, rue par rue, avec les outils de COSI, arriver à cartographier de manière fine la connectivité mobile sur le territoire. Et on va projeter ces données dans un portail mis à disposition du citoyen et des acteurs numériques pour qu'ils puissent consulter la connectivité à l'adresse. De manière assez simple, le citoyen va aller sur un site internet, va dire j'habite le 13 rue des Glycines, il va voir quel est le meilleur réseau opérateur disponible sur son territoire, il aura donc un premier éclairage et derrière il aura la possibilité, grâce à Bimove sur cette plateforme, de consulter l'ensemble des offres opérateurs qui sont à disposition
à sa disposition, pouvoir faire un choix éclairé, accompagné, au regard de cette connaissance de la collectivité. Et ce faisant, en souscrivant un abonnement via les services de la plateforme, il va y avoir une transaction générée, et une partie de cette transaction va permettre de financer la campagne de mesures suivantes. Et c'est là que c'est un modèle économique vertueux. La collectivité qui va porter le site internet et le mettre à disposition de ses citoyens et en faire la promotion va en même temps permettre d'aiguiller le citoyen sur cet outil de souscription, générer de nouveaux financements et ainsi avoir, après avoir amorcé une fois la pompe, des mesures en continu sur le territoire pour aller zone par zone scruter l'intégralité des zones blanches, grises de son territoire. Merci. Comment effectivement vous utilisez le maillage de la Poste pour évaluer de manière peut-être encore plus fine la connectivité mobile? Alors à la FFT, Nicolas Guérin, comment vous recevez cette proposition de valeur? Pardon. Enfin, on avait un petit aparté avec François en se disant que la diversité, il y a un comparatif qui existe déjà, qui est fait par l'ARCEP, etc. Je pense que mettre à disposition des consommateurs une diversité d'outils qui leur permet d'évaluer la réalité des services, c'est quelque chose qui est très positif. Sincèrement, on a eu pendant des années des débats où on disait aux opérateurs, on reprochait aux opérateurs leur carte de couverture. On leur reprochait de ne pas la faire, mais on leur reprochait de la faire aussi. C'est en disant, j'ai mis le point sur la tache rouge et ça ne couvre pas. S'il y a des outils qui démontrent que ça couvre, ça ne couvre pas d'ailleurs, qui nous permettent, nous, très très bien. Encore une fois, on n'a pas de problème. Je trouve ça effectivement bien d'avoir ces comparaisons et ces comparatifs, et c'est très très positif. Ça démocratise la relation au réseau et puis ça l'objective. Oui, puis c'est un peu la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que regardez, on parlait de TripAdvisor, on parlait tout. Voilà, on évalue, on note. Voilà, on note, il ne faut pas avoir peur de ça. Si vous voulez faire du commerce aujourd'hui, vendre des services et vous n'acceptez pas les comparatifs, bien du courage. C'est quelque chose qui est... Voilà. On va tout de suite vous soupçonner de cacher les choses, de vouloir entuber le consommateur, ce qui n'est évidemment pas le cas, ni la volonté des opérateurs. Non, et puis là, on est vraiment dans la logique de quelque chose de vertueux pour participer à cet écosystème et arriver à apporter des solutions. On a, et je ne sais pas si vous le percevez dans ce modèle, mais il y a un petit amorçage financier de la collectivité et après, tout est neutre pour l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas de financement supplémentaire à ajouter pour que les campagnes s'opèrent. Donc ça permet d'aller vite et bien. Et quand vous devez faire 3 décrets par an pour remonter les sites d'implantation et que vous êtes sur des délais de mise en œuvre des mesures de couverture qui sont très longs, au-delà de 6 mois, puisqu'il y a la commande publique, etc., avoir une solution qui permette d'amorcer plus rapidement la pompe est aussi vertueuse dans cet écosystème. Merci Jean-Baptiste Drexler. François Lyons, vous êtes membre du collège de l'ARCEP, donc avec une nouvelle présidence, lors de la Rodière pour ne pas la nommer. Quels sont les objectifs, la stratégie pour ce nouveau mandat et sur quel point jugez-vous à l'ARCEP urgent d'avancer et quels sont les outils que vous mettez à la disposition du public? C'est allumé, là vous venez de le couper. Bonjour, écoutez, merci. Pour vous dire que je suis très heureux et très honoré de vous représenter aujourd'hui lors de la Rodière, notre nouvelle présidente. Quelques mots peut-être de rappel sur l'ARCEP, si besoin était. C'est une autorité administrative indépendante qui date de 1997, qui a accompagné et mis en œuvre l'ouverture à la concurrence du secteur des communications électroniques, avec, on pense, un certain succès, puisque bon, aujourd'hui on a 4 opérateurs principaux de taille significative, opérant sur le marché du fixe et du mobile. Et je dirais que c'est beaucoup la politique d'ouverture à la concurrence qui a contribué à cette situation de marché. L'autorité, c'est aussi une autorité technicienne. Je veux dire par là qu'on aborde les questions d'un point de vue professionnel, technique. C'est une structure qui a 170 personnes, des ingénieurs, des économistes, des juristes. Donc on essaie de traiter les questions sérieusement et bien sûr dans le cadre des compétences qui sont les nôtres. Rappeler qu'on a mis assez tôt la desserte des territoires parmi nos priorités par une politique d'information du citoyen et du public en général assez importante à travers la publication de cartes de couverture. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure de Ma Connexion Internet, qui est un outil qui donne la disponibilité des offres. Si on en parle tout de suite. Racontez-nous. Ah ben, alors, Ma Connexion Internet, c'est très simple. Vous donnez l'adresse précise d'une 54 rue Tartenuche. Rue Georges Pompidou, c'est bien voilà. Ici, ça marche bien. Et vous avez
les offres disponibles en toute technologie et tout opérateur. Donc vous savez, s'il y a de la 4G fixe, s'il y a de la fibre, s'il y a du haut débit cuivre, du satellite, voilà, j'en oublie peut-être. Ma connexion, et ça, moi. voilà. Et vous avez ça à l'échelon de l'adresse. Donc ça vous permet de faire un diagnostic extrêmement fin. Vous avez également une indication des classes de débit qui sont associées. Donc par exemple, si c'est du cuivre, vous savez si c'est inférieur à 8 mégabits, supérieur, etc. Donc vous avez les classes de débit. Donc ça, c'est une information individuelle à l'adresse. Donc ça fait déjà la troisième édition. Les dernières données datent de la fin, je ne vais pas dire de bêtises, mais fin 2020. Et bon, c'est quelque chose qu'on ambitionne de mettre à jour trimestriellement. Donc ça permet de faire un diagnostic extrêmement précis en termes de disponibilité des offres à l'adresse. Et j'ajoute, et je termine, les données sous-jacentes sont également disponibles en open data. Bon, elles sont assez volumineuses, mais si vous êtes intéressé pour faire des diagnostics fins, vous avez également cette faculté. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est une manifestation particulièrement spectaculaire, disons, de cette politique d'information. Je reviens juste sur les collectivités en disant également qu'on a développé une structure d'accueil auprès des collectivités territoriales, puisqu'on a une unité spécialisée qui est un peu le point d'entrée pour les collectivités territoriales pour toutes les questions qui les intéressent et qui permet aussi de les aiguiller vers les experts de l'ARCEP. Et puis, on a une partie de notre site qui est également dédiée. Et puis, chaque année, on organise un atelier. Alors, je ne sais pas si c'est une question de label de nom, mais Territoire Connecté, hein, qui est un peu le rendez-vous annuel sur la connectivité des territoires avec l'ARCEP, et sur lesquels, d'ailleurs, vous avez des actes, il y a quelques exemplaires de nos derniers actes à l'accueil. Alors, je ne veux pas être non plus trop long. Je voudrais dire que si c'est une autorité indépendante, ce n'est pas un électron libre. Donc, on s'inscrit bien sûr dans le cadre, on rend compte de notre action au Parlement et puis on s'inscrit dans le cadre des politiques publiques et en particulier en ce qui concerne le mobile, sur le New Deal mobile et sur le déploiement de la fibre. Quelques mots sur chacun de ces secteurs. 2 minutes. Sur le mobile, je ne vais peut-être pas être très long. On a, mettons, 3 rôles. On a un rôle qui ne se passe pas tous les ans, mais quand il s'agit d'attribuer des nouvelles fréquences, on prépare les dossiers, en quelque sorte le concours et on conduit ce concours une fois que le top départ a été donné par le gouvernement. Donc c'est l'attribution de nouvelles licences. Ça permet de mettre au point les obligations qui sont associées. Donc c'est un sujet important à ce moment-là quand il s'agit de fixer des obligations et donc d'intégrer des questions de dessert des territoires. On a un rôle important de gendarme, c'est-à-dire de contrôle du respect par les opérateurs de leurs obligations. Sur le New Deal, ça veut dire que c'est un suivi très rapproché de la production des sites et donc des demandes d'explications aux opérateurs s'il y a des dérapages ici ou là. Enfin, je crois que globalement sur le New Deal, ça avance plutôt bien. Cette année, donc d'ici la fin de l'année, il y aura le contrôle des obligations sur les axes routiers prioritaires. Bon, généralisation de la 4G, c'est quasiment fait, enfin, à part les zones blanches, où il reste 15% sur les zones blanches. Enfin, je pense que tout le monde aujourd'hui peut constater que la 4G, c'est largement dispensé. Enfin, toujours est-il que c'est une fonction de contrôle qu'on exerce, et qu'on exerce assez vigoureusement, et puis d'information. Je ne vais pas y revenir. Sur le fixe, je voudrais simplement confirmer ce que disait Étienne Dugas sur les contrats stock V2, enfin, la grande attention qu'on met à ce que ça aboutisse. Alors, je dois dire quand même qu'il y a quelques semaines encore avant l'été, on n'avait pas encore le sentiment que c'était contracté partout. Et donc, je pense que ça va être vraiment une question d'attention dans les prochaines semaines pour s'assurer que tous les opérateurs rentrent dans le nouveau, je dirais, le nouveau dispositif.
et que voilà. Et par ailleurs, il y a d'autres, je dirais, il y a un groupe de travail qui est toujours en vigueur actuellement sur comment dirais-je, sur l'amélioration de l'exploitation des réseaux FTTH, parce qu'il y a d'autres actions de plus moyen terme qui méritent d'être poursuivies. 2 mots et j'en termine. Allons-y. Juste pour les mentionner, Pardon, mais ça fera peut-être la relation avec M. Guérin. Sur les grands chantiers à venir à un peu plus long terme, il y a évidemment l'extinction du cuivre, qui est un sujet important sur lequel vous savez que Orange a annoncé l'arrêt du cuivre pour 2030, et donc l'ARCEP va être amené à organiser la façon dont ça se passe de manière à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions, évidemment. Enfin, je ne peux pas dire mieux, et donc il y a un groupe de travail qui s'est déjà mis en place. Nicolas va nous en dire un mot. Pour assurer. Oui. Et sur quelque chose qu'on a engagé au début de cette année, qui est une consultation sur les raccordements FTTH cette fois-ci. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel d'ici la fin de l'année, on sera amené à essayer de tirer les enseignements des contributions qu'on a pu recevoir. Je rappelle que le raccordement, c'est le fait que un logement est raccordable, mais il s'avère quand même que quand il s'agit de le raccorder, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors, ça peut être pour des questions d'exploitation, mais ça peut être aussi pour des questions de desserte en génie civil privatif. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on va essayer de tirer les enseignements pour améliorer. Et je pense que c'est important parce que, effectivement, le fait d'être raccordable, c'est bien, c'est une promesse. Mais être accordé, c'est beaucoup mieux. Être accordé, c'est beaucoup mieux, effectivement. Et donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel je pense qu'il faudra qu'on progresse dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci François Lyons. Alors vous avez évoqué la vieille dame, le cuivre. Nicolas Guérin, changement de casquette. Alors je ne sais pas si vous pouvez mettre les cheveux dans l'autre sens. J'ai 3 parties dans mon cerveau. Donc on en est où? Effectivement, extinction programmée en 2030. Ouais. Pour autant, elle est toujours là. Moi par exemple, je suis encore à l'ADSL. On est quelques-uns dans cette salle, y compris en re-ADSL ou en SDSL. Donc qu'est-ce que vous avez prévu pour la vieille dame? Alors, la vieille dame, déjà, c'est 28 millions d'accès, 15 millions de poteaux, 9,5 millions de points de concentration, 1 million de kilomètres de câbles, 120 000 sous-répartiteurs et 22 000 nœuds de répartition d'abonnés. La vieille dame, elle va perdre 40 à 50% de ses revenus, de ses abonnés, d'ici 2023. 40 à 50%, c'est nos abonnés chez Orange, mais aussi les abonnés des autres concurrents. Aujourd'hui, on a plus d'un internaute sur 2 qui est passé à la fibre. On a 15,7 millions d'abonnés fibre, c'est un internaute sur 2. Donc c'est ça l'équation qu'on doit gérer. On doit maintenir un réseau d'ici 2030 avec une bascule sur la fibre qui s'accélère de jour en jour et un réseau qui se vide. Il se vide, mais il se vide de manière non homogène. Il se vide pas, c'est pas une ville qui passe entièrement à la fibre, c'est des adresses qui passent à la fibre au mieux, voire des étages d'appartements qui passent à la fibre. Donc on doit gérer ce plan, et c'est ce sur quoi on travaille avec l'ARCEP, effectivement, parce qu'il y a des règles de concurrence, il y a une réglementation qu'il faut adapter, qu'il faut faire évoluer. On travaille aussi avec le gouvernement, parce qu'il y a un énorme effort pédagogique à faire aussi pour inciter notamment les gens à basculer sur la fibre. On travaille avec les collectivités aussi, il va falloir travailler de plus en plus avec les collectivités. On a commencé dans le cadre d'expérimentation dans le 78 des Yvelines, et on a vu que le rôle des maires était déterminant, parce qu'ils rassurent les concitoyens sur le fait que non, ils ne vont pas payer plus cher, non, ils ne vont pas voir leur service coupé, ils vont pouvoir continuer à téléphoner. La téléphonie sur la fibre, ça ressemble du point de vue usager à la téléphonie sur le cuivre. Donc on a tout ce travail à faire, à avancer, avec des effets de bascule qui évidemment interviendront plutôt en 2025-2026, et vous comprenez bien pourquoi. On sera tangent des 100% de couverture fibre, et c'est à ce moment-là qu'on pourra véritablement éteindre des zones complètes. En attendant, on a une QS cuivre, un réseau cuivre qui est vieux, qui vieillit, qui subit les intempéries, qui subit des vols, qui subit des agressions répétées. Et donc on a lancé, en accord avec le gouvernement, après de nombreuses discussions, un plan de qualité de cuivre qui doit effectivement permettre à ce réseau cuivre de tenir jusqu'en 2030 pour assurer une transition confortable, raisonnable, satisfaisante pour nos concurrents, mais surtout et avant tout pour nos concitoyens et les usagers. Et ce plan, il a énormément de facettes, c'est des recrutements. Aujourd'hui, sachez qu'on a 18 000 plus de 18 000 techniciens qui sont affectés aux unités d'intervention. C'est-à-dire des gens qui, sur le terrain, réparent les réseaux. 1200 de ces 18 000 sont spécialisés dans la boucle locale.
1200 personnes interviennent dans la boucle locale chaque jour. On en recrute cette année 123. Vous imaginez d'ailleurs le recrutement de personnes sur le cuivre. Vous leur promettez un avenir qui ne dépasse pas 2030. Mais passons, c'est pas si facile que ça. On a 500 millions d'euros par an consacrés à l'entretien du cuivre. 500 millions d'euros par an. C'est une augmentation. On avait 478 millions d'euros en 2018. C'est une augmentation qui est liée aux intempéries, aux agressions, à la difficulté, au coût d'entretien, etc. Donc on n'abandonne pas du tout le cuivre. On l'entretient à la hauteur. Il y a beaucoup d'insatisfaction parce qu'effectivement, dans certaines régions, certaines zones, parce que les réseaux vieillissent, on a mis en place des plans locaux d'intervention avec des budgets affectés, plus de 10 millions d'euros affectés sur 22 départements pour effectivement renforcer ce qu'on fait déjà normalement. On a mis en place, à la demande du gouvernement, et Cédric ne me contredira pas, c'était une idée d'ailleurs du Premier ministre, des comités de concertation locaux qui doivent effectivement permettre l'échange, c'est sur proposition des préfets, c'est les préfets qui organisent ça, qui doivent permettre l'échange entre tous les opérateurs et les collectivités pour signaler les difficultés, que ce soit sur le fixe, sur le mobile, ou sur le fixe, la fibre, le mobile ou le cuivre. Et tout ça donc, va nous permettre effectivement, tous ensemble, je l'espère, de faire cette transition qui n'est, je vous l'assure, pas quelque chose de simple. C'est un chantier industriel majeur. On a parlé de chantier important pour le mobile, on parle de chantier majeur, jamais vu en Europe ni dans le monde, sur la partie fibre. Le décommissionnement du cuivre, on va être les premiers à le faire aussi. Donc on va innover dans ce domaine-là. Donc on va falloir qu'on travaille tous ensemble, effectivement. Je suis désolé, je recite Sébastien Soreno, il m'entend de ces nouvelles fonctions. Ah oui, Cédric, tu vois, c'est un bien commun. Il va falloir le traiter, effectivement, comme un bien commun, tous ensemble. Merci beaucoup Nicolas Guérin. Je vous donne le mot de la fin, Monsieur le Ministre, et peut-être en forme d'adresse aux élus qui sont dans la salle et qui nous suivent sur les réseaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On a parlé d'adressage, on a parlé d'élagage. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le terrain pour favoriser le déploiement du très haut débit le plus vite possible sur leurs territoires ruraux? Alors, si je peux me permettre de prendre de pas de recul sur la période et ce que nous sommes en train de vivre, je pense qu'il y a deux idées fortes qui me semblent importantes. La première, c'est qu'il y a un effort exceptionnel de la part de la puissance publique, de l'État, des collectivités territoriales sur le fibre, de l'État uniquement sur le mobile, sur le déploiement de ces réseaux, dont on voit les fruits aujourd'hui en France, qui, et ça a été dit par Nicolas Guérin, ça a été dit de manière plus globale, est exceptionnel en Europe. Évidemment, c'est toujours un peu lent pour les gens qui n'ont pas encore la connexion, mais le rythme de déploiement des réseaux est absolument exceptionnel. Ce qu'il faut, et si on dit les choses de manière très un peu caricaturale, ça se passe très bien. Il faut en remercier l'ensemble des acteurs de la chaîne, des industriels, des collectivités territoriales, des institutions de l'État, l'ARCEP, etc. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même des petits problèmes à régler. D'opérationnalisation, Étienne en citait plusieurs, le mode stock, l'élagage, la base d'adresse nationale, etc., etc. Là-dessus, il y a aussi un très gros travail de soutien qui est en train d'être fait avec les assos de collectivités, avec les industriels, avec l'État, avec l'ARCEP. Et les choses se passent de mieux en mieux. On discutait tout à l'heure avec Michel Sauvat de l'AMF sur les remontées sur le mode stock. Et il y a moins de remontées de problèmes. Tout n'est pas réglé, mais il y a eu des choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, très précises qui ont été faites. Et honnêtement, les choses se passent mieux. Sur la BAD et la BAL, ça avance. Sur la question de l'élagage et de la signature d'une convention tout à l'heure, sur la question de la pérennité du cuivre qui est indispensable, ça avance. Bon, il y a des éléments sur lesquels l'appui des collectivités territoriales est indispensable parce que c'est une alliance entre ces trois parties, l'État, les collectivités territoriales, les industriels, avec sous le regard de l'ARCEP. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, je pense qu'on arrive à une période où il faut, de la part des collectivités, commencer à préparer l'avenir. C'est-à-dire que ce problème-là, il n'est pas encore derrière nous, mais il va être derrière nous. Quand on dit 2025, 100% du territoire fibré, c'est demain. Et donc, je pense que le fond du sujet aujourd'hui, il est multiple. Il est l'arrivée des nouveaux réseaux, la réflexion à l'arrivée des nouveaux réseaux. On parlait de la 5G. La France, là encore, est le seul pays en Europe à avoir imposé aux opérateurs de mettre un quart de leurs antennes 5G en zone peu dense, c'est-à-dire rurale, périurbain. Et l'arrivée de la 5G, c'est une très bonne chose pour le citoyen, mais le principal intérêt de la 5G, c'est la transformation de l'agriculture, la transformation de la médecine, la transformation des industries sur les territoires. Et les territoires qui ont préparé cette arrivée du point de vue de l'utilisateur, tout autant que du point de vue des réseaux, et qui n'attendront pas l'arrivée des réseaux pour préparer cette arrivée, seront précurseurs et auront
une longueur d'avance sur les autres territoires. C'est vrai de la 5G, c'est vrai des objets connectés. Et je pense que aujourd'hui, les couches basses, c'est comme ça en informatique, c'est-à-dire les réseaux, sont en passe d'être réglés. Les questions qui se posent pour les territoires, c'est quelle est votre politique de la donnée? Quelle est votre politique de cybersécurité sur votre territoire? Je veux dire, on a vu les hôpitaux qui ont été attaqués, le nombre de collectivités territoriales qui sont attaquées. Comment on accompagne, quand on est une région, un département, les TPE, les PME, les artisans, les associations, sur les sujets de la cybersécurité. Quelle est la politique touristique en lien avec ces outils numériques qui sont là partout? Quelle est la politique économique en lien avec ces outils numériques qui sont là partout? Et je pense que sur ces éléments de politique publique du numérique, c'est ça dont on voit des stratégies qui se mettent en place. Il y a quand même, de la part notamment des petites collectivités, des collectivités moyennes, mais même des villes moyennes, c'est quoi la politique de la donnée d'une ville moyenne? C'est quoi la politique de cloud d'une ville moyenne ou même d'une grande ville? Moi, je discute avec beaucoup de maires ou même de DGS. Je vois qu'il y a une forme parfois c'est un peu des valises sans poignée. Et je pense que c'est maintenant sur l'ensemble de cette politique holistique publique du numérique, de ces politiques publiques à l'heure du numérique, qu'il est absolument indispensable que les collectivités montent en compétences, que les associations de collectivités montent en compétences, en lien avec l'État, la NCT, etc. Mais ça ne peut pas être fait par l'État. Et on risque de recréer une fracture extrêmement forte entre ceux qui auront avancé là-dessus et ceux qui ne l'auront pas fait. C'est-à-dire que tout le monde aura la fibre, mais c'est pas parce que c'est comme pour la fracture numérique des personnes, pas parce que vous avez la connexion à quelqu'un qui sait servir d'un ordinateur, qui sait faire ses déclarations d'impôt sur Internet ou s'actualiser sur Pôle emploi, s'actualiser sa situation sur Pôle emploi. Et donc, le vrai défi, et là je m'adresse vraiment aux responsables de collectivités, c'est ça. C'est quoi vos politiques publiques à l'heure du numérique? Et je pense que ceux qui n'auront pas défini et avancé sur cet élément-là, mais qui est vraiment très général, risquent là de prendre un retard par rapport à d'autres collectivités, voire pire, à d'autres pays. Pensez aux usages, pensez aux projets de territoire, pensez à ce que vous allez faire avec le numérique dès maintenant, c'est ça l'urgence. Exactement, il faut passer des réseaux aux usages. C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai si on prend l'exemple du commerce, entre un patron de magasin de commerce qui a pensé sa transition numérique et quelqu'un qui ne l'a pas fait, on a vu que ça a été terrible pendant le confinement. Mais c'est un peu la même chose quand on est une collectivité, pour ces attractivités de territoire, des attractivités à la fois pour les populations, les touristes, etc. Il faut maintenant développer des politiques d'usage 360. Le grand fabricant de voitures l'avait dit avant nous, à vous d'inventer la vie qui va avec. Merci messieurs, merci monsieur le ministre. On vous applaudit, on vous libère, merci encore. Je vous laisse rejoindre votre avion.